sur son passage. Jalousie non féminin. 1. Attachement vif et ombrageux. À quoi penses-tu? 2. Sentiment mauvais que l'on éprouve en voyant un autre jouir de l'avantage qu'on ne possède pas ou qu'on désirerait posséder exclusivement. Inquiétude qui inspire la crainte de partager cet avantage ou de le perdre au profit d'autrui. Pourtant, tu viens de mettre du paprika dans ton café. 3. Sentiments douloureux que font naître chez celui qui l'éprouve les exigences d'un amour inquiet, le désir de possession exclusive de la personne aimée, la crainte, le soupçon ou la certitude de son infidélité. Ne prononce plus jamais ce mot. Si je dois mourir pour quelque chose que je n'ai pas commis, alors autant boire la coupe jusqu'à la lit. C'était donc lui, hein? Espèce de couillon, hein? Je vais te faire oublier l'envie de vivre. Couillon, nom masculin, 13e siècle, latin populaire, coléo de coleus, sac de cuir, voire couille, 1. Testicule, 2. Figuré très familier, imbécile, voire con. Quel pauvre couillon! Cet pauvre couillon! Tu es malade depuis si longtemps. Ta jalousie détruit tout sur son passage. Ah, douleur! Nom féminin, du latin dolor. Sensation pénible en un point ou dans une région du corps. Douleur physique, sentir, éprouver une douleur. Cri de douleur, voir souffrir. Je t'ai toujours aimé, moi. Hein? C'est ainsi que tu me traites, hein? Ne prononce plus jamais ce mot. Ah ouais? Ouais, hein? Hein? Pourquoi je te mentirais? Hein? Voilà. J'ai rien. Je n'ai rien à te cacher. Que tu me trompes, soit. Mais que tu me mentes, ça, je ne puis supporter. Échymose, nom féminin, du grec échymosis. Tache noire, brune, jaunâtre, produite par diffusion de sang dans le tissu sous-cutané, voire bleu. Ouais. À quoi penses-tu? À toi. Et quand tu penses toujours à nous, Mais qu'est-ce que tu veux dire? je t'ai toujours aimé, c'est ainsi que tu me traites. Pour les plus avertis d'entre vous, voici quelques exemples de jalousie erronée portés à l'écran. L'enfer de Claude Chabrol. Oh! Beaucoup de bruit pour rien de Kenneth Branagh. Oh! Jean de Florette de Claude Berry. Ran d'Akira Kurosawa. Et sans oublier Othello d'Orson Welles. À quoi penses-tu? Ne prononce plus jamais ce mot. Fin. Nom féminin. 10e siècle du latin. Finis. Borne, limite, fin. Point d'arrêt ou arrêt d'un phénomène dans le temps. La fin d'une scène, voire dénouement. Poche d'enfant de nanane! Tiens! Christ de mort, la déterre!
Bobo. Quoi? Pleurer? Qui pleurer? Pleurer quoi? Non, 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 non. Boubou, c'est mon nom de code. C'est mon nom de code aujourd'hui. Depuis aujourd'hui, en fait. Pour aujourd'hui. Mais oui, je sais, moi aussi. Man, moi aussi. Man, moi aussi, j'aime mieux squelette. Mais c'est juste pour un jour. Tu sais que je peux pas en parler. C'est un dossier top secret. Le gars est connu. Je peux pas en parler. Man, c'est quoi l'urgence, là? Il faut une urgence. Comment ça, il n'y a pas d'urgence? Man, te souviens-tu à quoi il sert, ce numéro-là? Tu sais que t'as pas le droit de m'appeler sur ce numéro-là, à moins que tu sois en train de mourir, qu'il t'est arrivé quelque chose aux enfants ou quelqu'un de la famille s'est fait écraser par un troupeau de troc. Tabarnak, man, c'est dangereux! Je suis pas laitier d'envie, hostie! Man, je peux pas te parler, là, OK? OK? Fait... Ouais, on va se voir plus tard, si je suis pas mort à cause de tes niaiseries. OK, à tantôt, je te parle plus tard. Puis mange pas trop, là. Je sais comment ce que t'es quand t'as de la peine. OK, ciao. Boubou. Ah, bonjour, monsieur. Oui, monsieur. Oui, au poste. Très au poste. Depuis une demi-heure? Ouais, une demi-heure. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben oui, certainement que j'ai pris connaissance de la photo. Le lapin a changé d'identité. Pensez-vous que vous pouvez peut-être m'envoyer une photo? Oui, mais je sais qu'il reste seulement 3 minutes avant la prise du lapin, mais j'ai besoin des bons instruments pour faire une bonne opération. Moi, je suis un prophète. On manque de temps, je comprends ça. Donnez-moi une minute. OK. Une barbe fine, épaisse. OK. Ouais, mais c'est parce que là, j'ai juste un crayon noir. Là. Je vois pas trop comment je pourrais faire un bleach. Ouais, mais si je l'écris à côté, je sais pas, ça va être dur à imaginer. Attendez-moi une minute, j'ai peut-être quelque chose. Ouais. OK. Après ça, c'est tout. Faites-vous-en pas, monsieur, hein. Je sais ce que ce gars-là a fait à votre organisation puis à votre famille, hein. Moi aussi, je suis un père de famille, puis je sais exact... Ouais, vous avez raison. Arrêtez-moi, là, avant que je devienne trop sentimental puis que je sorte de la business. OK, parfait, monsieur. Je vous appelle après le dépeçage du lapin. Ouais. Merci, monsieur. Merci. Beaucoup. Trou de cul de main propre de manger de piastres. Boubou! Allô, ma chérie, oui!
pas parler, là. Quoi? Passe-moi ta main. Comment ça? Arrête de pleurer, là, puis passe-moi ta main. Voyons donc. Tu peux pas quoi? Passe-moi ton frère. Oui, ma chérie, passe-moi ton frère. Oui. Jérémy, c'est moi, c'est papa. C'est quoi l'histoire, là? Tu diras à ta mère que c'est d'une bassesse sans nom de faire appeler ses enfants pour dire que tu vas te tuer. Voyons. Dans quel garage? Avec quel char? Écoute, va chercher ta mère. Je sais pas comment tu le fais. Tu défonces la porte, tu fais n'importe quoi. Va chercher ta mère. Ben oui, j'attends. Mon, tu penses pas qu'il y a des meilleurs moments pour essayer de remettre sa vie en question? Te rends-tu compte de l'image que tu donnes à nos enfants, là? Dis pas ça, nos enfants sont pas ratés. Tu leur donnais pas n'importe quoi à manger aussi. Viens pas me faire croire que c'est inné. Personne qui vient au monde obèse. Mon, je peux pas parler, là. OK? Je peux pas parler. Là, respire un coup, un grand coup. T'appelles ta mère, tu vas t'acheter un sac de chips, tu fais quelque chose qui te détend, puis tu m'attends. Non, je serai pas fâché. Oui, je te le jure. OK, mais vite. Allô, ma chérie. Attends. Papa a une autre ligne. Boubou. Ouais, bonjour, monsieur. Oui, monsieur, au poste 13. Il arrive. Parfait, monsieur, oui. Ben oui, au poste 13, au poste, une fausse impression, monsieur, voyons. Parfait, il arrive. Allô, ma chérie? Écoute, c'est papa, là. Papa, il peut vraiment pas parler, là. Hein, parce que papa, il faut qu'il travaille, hein, si on va aller voir les dauphins. Ouais, OK, écoute, je raccroche. Je t'aime. Pleure pas, va voir maman. OK, je t'aime, bye. Fuck the fuck! Fuck de ton pas de tête de myope de marde! Bout de chienne de vinoir jusque dans le cou du doigt qu'on s'assied dessus! Tabarnak! Oh, si... What the fuck? Fuck the Christ!
Récapitulons les faits. Ici même, dans ce salon du château de Lord Bulbury, fut découvert le corps de Lady Bulbury, gisant sur le dos, visiblement assassinée. Par un blocage des voies respiratoires causé par un morceau de papier retrouvé au fond de sa gorge, sur lequel papier est inscrit la phrase suivante: pourquoi un corbeau ressemble-t-il à un bureau? Célèbre énigme posée par le chapelier fou dans Alice au pays des merveilles de Charles Ludwig Dodgson, mieux connu sous le pseudonyme de Lewis Carroll. La dite énigme fut inscrite non pas à la main, ce qui nous aurait donné un sérieux indice quant à l'identité du meurtrier de Lady Bulbury, mais à la dactylo, soit une Remington 1913 à simple coulisse, ressort double, présentant une légère défectuosité au niveau de l'impression de la lettre D, causée par une utilisation excessive de cette console lors de divers travaux. Or, la seule personne susceptible de se servir d'une Remington 1913 à simple coulisse et ressort double, présentant une légère défectuosité au niveau de l'impression de la lettre D, causée par une utilisation excessive de cette consonne lors de divers travaux, ne peut être que Miss Bradford, la secrétaire de Lord Bulbury. Dorothy, mais pourquoi avoir fait une chose pareille? Pour venger la mémoire de Lady Imelda, votre première femme que vous déshonoriez en la remplaçant par cette vieille marâtre qui ne faisait qu'assombrir la lignée de Bulbury. Lady Imelda fut une seconde mère pour moi. Bien que je fusse orpheline, elle m'a envoyée à l'école où j'appris le métier de secrétaire. Et c'est à mon retour de l'école de secrétariat où tout bascula dans ma vie. Lorsque Lady Imelda trouva la mort dans un accident de chasse. Accident qui s'avéra être un meurtre. Lorsque je découvris dans sa main cette énigme, pourquoi un corbeau ressemble-t-il à un bureau? Énigme dactylographiée avec ma propre dactylo Remington 1913, à coulée simple et ressort double, possédant une légère défectuosité au niveau de l'impression de la lettre D, causée par une utilisation excessive de cette même consonne. Dactylo que j'entreposai dans le secrétaire du hall fermé à clé, clé que seul possédais moi-même, et Milton, le serviteur de monsieur. Vous, Milton! Oui, moi. Je détestais Lady Imelda. Elle ne cessait de me rappeler la déconfiture de ma famille. Comme vous l'ignorez sûrement, mon père n'était nul autre que le célèbre joueur de polo, William Milton. Premier joueur de polo à jamais devenir un ami intime du roi d'Angleterre, mais malheureusement, il devint également un ami un peu trop intime de la reine. Et lorsque le roi y vend de la trahison, il n'eut d'autre choix que de quitter Londres, dans l'opprobre et changer d'identité. Il mourut sans sou, trahi par la noblesse. Lady Imelda connaissait mon histoire et ne cessait de me rappeler que je n'étais que le fils d'un bon à rien et la coureur de jupons. Et un jour, apprenant que j'allais me fiancer avec Miss Bradford, elle fut saisie d'une vive colère, refusant que sa protégée épouse le fils d'un dégénéré de Milton. Elle planifia de me renvoyer du château avant le retour de Miss Bradford de l'école de secrétariat et je décidai alors de l'éliminer définitivement en camouflant son meurtre en bête accident de chasse. Mais alors, pourquoi avoir écrit cette énigme? Oh, mais je n'ai jamais écrit d'énigme, non? Pour la simple et bonne raison que je ne sais pas écrire. Mais alors, qui a écrit cette énigme? La seule personne ayant accès à la bibliothèque. C'est-à-dire vous, Monsieur Bulbury! C'est vrai, j'avoue. C'est moi qui ai écrit ce billet mystérieux. Lady Bulbury était une fanatique des énigmes. Elle passait ses journées à chercher les réponses en le déclamant à haute voix.
Et puis un jour, elle est tombée sur cette énigme diabolique. Pourquoi un corbeau ressemble-t-il à un bureau? Cela devint une obsession. Elle ne dormait plus, ne mangeait plus. Notre vie de couple devint un enfer. C'est pourquoi je décidai de m'adresser à la seule personne capable de me débarrasser de ma femme. L'inspecteur Montgomery. Lord Burberry dit vrai. Il m'a bel et bien demandé d'éliminer Lady Burberry. Lord Burberry détenait des informations compromettantes à propos d'une affaire qui a mal tourné dans le Sussex. Il devait mettre à jour des informations qui auraient détruit ma carrière et ma réputation si je ne m'exécutais pas de ce crime crapuleux. Je fus donc obligé de m'exécuter. Mais pour me venger, j'eus l'idée d'insérer ce morceau de papier dans la bouche de Lady Burberry afin de l'incriminer lui, ainsi que son serviteur Milton. Oh! Mais pourquoi vouloir vous débarrasser de moi? Parce que vous vouliez épouser ma femme. Ah! Oui, mon cher Milton. Je suis la femme de l'inspecteur Jim Montgomery. Lorsque j'étais à l'école de secrétariat, Jim me rendit visite à plusieurs reprises. Et je tombais follement amoureuse de lui. Nous nous mariâmes en cachette un soir d'automne. Et lorsque la date du retour au château arriva, j'étais désespérée. Car il m'aurait fallu tout avouer et ainsi attacher la réputation de mon nouveau mari. Il fallait trouver un moyen de vous éloigner de moi. Inspecteur, vous étiez prêt à m'envoyer en prison par amour pour elle? Pas par amour, mais pour toucher la fortune des Burberry. Vous, ma chère, en vie? Bien sûr. Lorsque je vis arriver l'inspecteur au château, je me doutais immédiatement qu'il voulait m'assassiner. Monsieur Montgomery a épousé Miss Bradford, non pas par amour pour elle, mais par appât du gain. Il avait découvert que la petite secrétaire de Lord Burberry cachait un secret d'une grande valeur qui pouvait lui assurer une retraite dorée. Dorothy Bradford est la fille illégitime de Lord Burberry. Lord Burberry n'ayant aucune descendance, elle devenait la seule héritière possible de la fortune des Burberry. La seule, après moi! Une fois éliminée, elle aurait touché toute la fortune. Et par le fait même, monsieur l'inspecteur serait devenu le nouveau Lord Burberry. Mais comment se fait-il que vous soyez toujours vivant? Miss Bradford devait être du poison dans votre tasse de thé. Devait en effet, mon cher Jim. Mais jamais je ne tuerai ma mère. Oui. Lorsqu'il était encore étudiant, Lord Burberry m'a séduite. Mais malheureusement, après avoir eu ce qu'il voulait, il m'a laissé lâchement tomber. Non sans avoir réussi à engendrer une descendance pour la lignée des Burberry. Ayant toujours refusé la paternité de l'enfant, je décidai de donner à ma fille la place qui lui revenait, en changeant d'identité et en devenant la nouvelle Lady Burberry. Quand Jim vint me voir à l'école de secrétariat et me proposa d'éliminer Lady Burberry qu'il croyait que je détestais, j'acceptai, sachant que l'occasion était idéale pour me débarrasser d'un fiancé encombrant, d'un père qui ne se décidait pas à mourir et de cet inspecteur opportuniste. En conclusion, on est tous coupables de tentatives de corruption, de chantage et de meurtre. Si l'un d'entre nous parle, nous finirons en prison. Finalement, pourquoi un corbeau ressemble-t-il à un bureau?
chez moi, sur mon lit. Des valises ouvertes, à moitié défaites. Un jour, j'arrive chez moi. Sur mon lit, des valises ouvertes, complètement défaites. Au mur, des tableaux qui ne m'appartiennent pas. Je vais au salon et je l'aperçois. Il était là. Assis confortablement. Le doute s'était installé chez moi. Mais est-ce bien lui? Me demandai-je. Un certain trouble montant en moi, il me semblait pertinent à ce moment d'essayer de me relaxer. Par conséquent, je m'enfuis. Je m'enfuis. Je m'enfuis dans la rue. Après quelques pas, je tournai la tête. Ah! Le doute me poursuivait. Alors je courus. Jusqu'à épuisement. Et lorsque je repris mon souffle, je relevai la tête. Il n'était plus là. Je regardais à gauche. À droite. Rien. Disparu. Quoique quelque peu rassurée, je restais quand même aux aguets. Mais en me dirigeant vers chez moi, je me dis que j'avais trop travaillé récemment et que cette défaillance passagère n'était que le résultat d'une trop grande fatigue accumulée. Je n'étais plus, comme on m'en dit, que l'ombre de moi-même. Je m'aperçus alors que derrière mon ombre, il y avait une autre ombre. Et celle-là, je craignais que ce ne soit l'ombre d'un doute. Ce que je fis par après fut assez renversant. Avant de m'écrouler complètement, je me ressaisis. On allait voir ce qu'on allait voir. Puisque le doute ne me lâchait pas d'une semelle, au lieu de la voir continuellement sur les talons, j'allais ralentir le pas de façon à ce qu'il soit à mes côtés. Oh! Eh bien, contre toute attente, je me suis habituée à sa présence. Et je réussis si rapidement à en tirer parti que, tenez-vous bien, depuis que le doute m'accompagne, on me redoute. Ah si! Lors d'une discussion dont je veux que l'issue me soit favorable, j'identifie. Ah! Celui de mes interlocuteurs qui s'oppose le plus farouchement à mon point de vue. Ensuite, sur une légère intervention de ma part, le doute s'empare de lui et le paralyse complètement. Ah! Je n'ai alors qu'à clore la discussion tout en me ménageant, bien évidemment, un léger avantage. Donc, si je comprends bien, on peut dire que c'est moi qui ai complètement raison. Oh, et puis, d'un cœur noble, je libère mon opposant des affres dans lesquels il se trouve en rajoutant « Eh oui, j'ai bien raison, le doute n'est plus permis. » En outre, il m'arrive quelquefois de croiser une vieille connaissance avec laquelle j'aimerais mieux ne pas renouer de lien, lien que du reste, moi, je n'avais jamais noué. Mais voilà que parfois, l'ancienne connaissance semble être sur le point de vouloir me reconnaître. Avant que ne se concrétise le rapprochement, je laisse planer un doute. Et puis, discrètement, pendant que le doute plane, je déguerpis. J'assiste aussi quelquefois à des réunions où l'on s'apprête à voter quelque inopportune résolution. Je n'ai alors
qu'apparaître à l'une d'elles pour qu'un doute parcourt l'assemblée. Mais à présent, il m'apparaît évident que le doute sera toujours dans mon entourage. Et malgré l'insécurité dans laquelle je dois parfois seule me débattre, j'accepte cette situation. Toutefois, aujourd'hui, j'ai pris conscience de quelque chose d'assez étonnant. Dorénavant, j'aurai au moins une certitude. Je serai certaine d'avoir un doute. C'est déjà quelque chose. Oh, mais sapristi! Laisse à croire que c'est exprès. Voilà que le doute s'est évanoui. Il est bon, hein? Eh bien, nous sommes là ce soir pour notre jeu préféré, la vérité vraie. Êtes-vous en forme? Êtes-vous en forme? Ouais. Je vous rappelle quelques consignes avant notre émission. Si vous êtes content, vous applaudissez. C'est bien. Vous avez l'air de comprendre, c'est bien, c'est parfait. Si vous n'êtes pas content, vous faites bouh. Bon. Eh bien, il ne me reste plus qu'à nous présenter notre animateur préféré, Robert le Mielleux. Bonsoir. Et bienvenue à cette nouvelle édition de l'heure de la vérité vraie. J'appelle tout de suite Monsieur Henri Langlois. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Permettez-moi tout d'abord non seulement de vous saluer, mais de vous dire toute mon admiration, puisque vous connaissez déjà le principe de l'émission. Je connais le principe de l'émission, elle est audacieuse. Très audacieuse. La vérité. Rien que la vérité sans les détours et les circonvolutions propres au langage politique. Tout à fait. Vous avez cependant droit à 2 jokers. Oh, mais permettez-moi de vous interrompre, car je compte me passer de joker, car pour moi, rien ne vaut la vérité vraie. À la bonne heure, monsieur. Je vous rappelle que selon notre dernier sondage, vous êtes à 19 points. 19 points, c'est pas beaucoup. Faut le reconnaître, c'est peu. Il n'en tient qu'à vous d'y remédier. Vous allez convaincre les Français et ils vont téléphoner. Vous me voyez, monsieur le Mielleux, impatient de participer à votre émission. À la bonne heure, monsieur le ministre. J'appelle tout de suite madame Marie-Béatrice Manoueli, journaliste à Libération, Figaro, François, des journaux qui ont fusionné récemment, je vous le rappelle. Madame Manoueli! Bonsoir, madame. Bonsoir, Robert. Alors, permettez-moi de vous resituer pour les téléspectateurs qui nous regardent, c'est important. Vous étiez d'abord ministre du Budget, puis ministre de la Santé, un court passage à l'intérieur, pour devenir ensuite ministre de l'Agriculture. Non, de l'agriculture. Non, de l'Agriculture. Ah bon? Ah ben, c'est possible. Pour finir aujourd'hui, ministre des Logements spacieux et de la réinsertion sociale. Et vous oubliez mon court passage au ministère de la Jeunesse et des Sports. Ah bon, vous êtes sûr? Parce que là, je vois pas du tout. Vous savez,
Je touche une pension à vie. Je suis bien placé pour le savoir. Oh! Vous avez appris rapidement à jouer à l'émission! Oui, c'est le jeu. Alors, ma première question sera simple. La mort du juge de Favière, on se pose toujours la question, suicide, mort naturelle ou meurtre? Le juge de Favière. Oui, mais je vous le rappelle, parce que les téléspectateurs, eux, s'en souviennent tous. Il s'agit du juge qui avait enquêté sur les fausses factures à votre parti. Voilà. Ah oui, mais ça c'est autre chose. Ça, c'est une affaire triste et délicate. Mais à cette même place, la semaine dernière, à cette même place, Monsieur Bondius de votre ministère est resté lui-même très évasif sur la question. Oui, j'ai regardé l'émission. Je me souviens qu'il a dit comme ceci. À l'époque, j'avais mis en œuvre tout ce qui était en mon pouvoir, mais c'est aujourd'hui. Tout à fait, Monsieur le ministre. Oui. Alors, pour vous? Mais comment pour moi? Il faut dire la vérité. Toute la vérité, rien que la vérité. Oui, mais je... Élaboré. C'est-à-dire que je vous dirais franchement qu'à l'époque, j'avais mis en œuvre tout ce qui était en mon pouvoir, alors... Non. Non, Monsieur le ministre, le public attend la vérité vraie. Allons, il s'agit de la vérité vraie, quand même. Et voilà. Eh bien, je vous dirais que c'est un suicide. Un suicide? Oui, mais dans la mesure où le choix ne lui avait pas été laissé. Attendez. Soyons clairs, Monsieur le ministre. Jouez franc jeu. Voilà. Meurtre? Voilà. Meurtre. Meurtre, c'est C'est difficile de rentrer dans le jeu, c'est difficile. Et c'est ce que les Français attendent. Et je les comprends. Vous y entendez très, très bien. On jette un coup d'œil sur votre code de popularité. Oh! Ah, 23%! Quelque mieux! Bravo! Français, vous m'envoyez ravi. Continuons. Oui, continuons. Mais juste une petite minute. Finalement, alors, ce meurtre. Et j'étais au courant. Et puis ça, eh bien, c'est la vérité vraie. À l'époque, mon ministère ne se défendait pas de cette sinistre affaire, n'est-ce pas? Donc... Alors, finalement, ce que vous dites, c'est que vous êtes responsable quand même. Bon, responsable, mais pas coupable! Bravo! Nous sommes à la séquence audace! Oh! Monsieur le ministre, portez-vous un slip ou un caleçon? Et surtout, êtes-vous prêt à le montrer aux téléspectateurs? Écoutez, monsieur le mielleux, je crois que cette séquence est facultative. Monsieur Bondius nous a montré un superbe caleçon à fleurs. Oui, mais ça, c'était son choix. Moi, je préfère continuer dans le débat plutôt que de tomber dans des démonstrations plutôt sordides. Ah bon? Alors, c'est votre choix. On passe à la séquence Pierre. Oh. Monsieur le ministre, nous avons une dame au téléphone. Vous allez voir, nous allons l'écouter. Allez-y, madame, on vous écoute. Bonsoir, Henri. Je ne sais pas si tu te souviens de moi. Je m'appelle Sylvette et je t'ai rencontré après un meeting que tu avais donné à Périgueux. C'était un meeting à Périgueux, politique. C'était il y a 6 ans. 6 ans jour pour jour. Moi, j'ai aucune souvenance. Et depuis, j'essaie d'obtenir une pension pour mon enfant. Enfin, notre enfant. Écoutez, très chère madame, je crois que cette allusion est quelque peu abusive, n'est-ce pas? Et encore, faudrait-il prouver qu'il s'agisse de mon enfant?
Tout à fait, monsieur le ministre. Alors, ce qu'on pourrait faire, en fait, c'est de regarder tout de suite la photo. Ah, oui, c'est ça, regardez la photo. Magnifique. Ah, il y a tout de même une petite ressemblance, tout de même, hein? On peut pas le nier, une petite ressemblance. Magnifique. Vous savez, les avocats ont sans doute coutume m'en parler. Vous me voyez pour comprise, hein, madame. Oh, ben voyons, monsieur le ministre, franchement. Attends, je crois que le public a raison. Le mieux, ce serait de vous demander, madame, ce que vous désirez. Comme pension? Oui. Oh, non! Mais une pension de combien, madame? Un apport financier, c'est le minimum vital. Vous avez raison. 2000 francs par mois. Écoutez, très cher Sylvette, je déclare solennellement, devant tous les Français qui nous regardent ce soir, que dès demain, je vous verserai une pension de 4000 francs. Wow! On jette un coup d'œil sur le sondage. 47%! C'est beaucoup, c'est beaucoup. Mais moins que M. Bondius. Bon, moins que monsieur Bondius. C'est quand monsieur Bondius a admis avoir fermé les yeux sur le trafic d'armes qu'il a monté sa cote. Permettez-moi de vous dire en face que je n'ai jamais et je ne toucherai jamais au trafic d'armes. Oh. Peut-être au trafic de drogue? Trafic de drogue, peut-être, mais au trafic d'armes, jamais! C'est une question d'éthique personnelle. Mon père, c'est quand même formidable parce qu'il reconnaît qu'il est un enfoiré. Je crois que c'est peut-être au ministre lui-même de dire qu'il est un enfoiré. Dites-le donc, mais dites-le donc. Bon, c'est à moi de le dire. Eh bien, je suis un enfoiré. Belle ordure, comme on dit dans le langage politique. Mais croyez-moi, il n'y en a pas tant que ça qui peuvent le dire. Fini